Alors, vous avez vu Annihilation et vous n'avez rien compris, ou vous vous demandez où l'auteur a bien voulu aller et qu'est-ce qu'il a voulu dire. Vous avez des théories, des idées, mais qu'en est-il vraiment? Eh bien, je ne vais pas vous dire ce que pense Alex Garland, car je ne suis pas dans sa tête, mais je vais vous expliquer ce que je pense qu'il pense. Nuance. Je ne vais pas faire la critique du film, j'ai déjà fait une vidéo pour ça. Non, je vais tenter de vous donner les clés de compréhension du film. Les multiples pistes laissées par l'auteur permettent une lecture très différente du matériau de base, et nous sommes très loin de l'aventure SF pure. Que nous propose cette histoire? Nous suivons une jeune femme nommée Lena dans sa vie quotidienne qui va l'amener vers une expérience hors du commun. Lena est une spécialiste en biologie cellulaire dont le mari soldat a disparu depuis 1 an. Alors qu'elle cherche à tourner la page, celui-ci réapparaît, elle se rend vite compte qu'il a changé et qu'en plus il est très malade. Pour comprendre ce qui s'est passé et essayer de le sauver, elle va suivre ses traces jusque dans une zone très spéciale sous l'influence de quelque chose d'extraterrestre qui transforme et mélange les formes vivantes. Sous cette histoire, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que ça cache? Eh bien, ça cache une allégorie du couple. Donc Lena a perdu son mari. Il a disparu, on ne sait pas s'il est mort ou vivant. Par contre, on apprend un peu plus tard dans le film que Lena a eu une liaison extra-conjugale et que son mari Kane l'a su. C'est à ce moment-là qu'il a disparu. En fait, son mari n'est pas vraiment parti, il est toujours dans la maison, mais le couple va mal. Kane en veut probablement à Lena, ce qui est logique, et Kane est devenu distant, renfermé, absent. La scène du départ de Kane pour sa mission est le début de leur séparation. Kane n'explique pas à Lena pourquoi il part, il ne peut pas, il n'y arrive pas. Il n'arrive pas à se confronter à la fois à la réalité et à se confronter à Lena. Pendant la scène de contemplation de la lune, Lena se compare à l'astre de nuit et explique que ce n'est pas de sa faute si elle est comme elle est. C'est une défaillance de Dieu, de son créateur. Ce à quoi répond Kane que Dieu ne se trompe pas, c'est le principe. Sous-entendu que c'était la fautive. Lena ne se remet pas en question et trouve un autre argument en sa faveur. La dégradation cellulaire qui programme la mort des humains, ce n'est pas une erreur, mais c'est la solution de la nature pour générer du changement. Sans cette défaillance, sous-entendu sans ses défauts, voire son acte d'adultère, elle serait éternellement la même. Elle montre ici sa peur de l'engagement, de la routine, de l'enfermement. Après 1 an d'attente, elle décide d'apporter du changement, de réagir, ce que nous montre son besoin de repeindre la chambre. Elle veut effacer les souvenirs de son adultère. C'est alors que son mari réapparaît. Lena lui saute au cou d'une façon un petit peu forcée. Elle est la fautive, elle ne sait pas trop comment réagir. Lui, il ne répond pas à ses sollicitations et à ses baisers. Elle lui demande alors où il était. Il répond qu'il était là, devant la chambre. Encore une fois, il n'est jamais vraiment parti, simplement il passait là, devant la chambre. Et il a reconnu Lena, il a reconnu son visage. Il n'a pas reconnu Lena la personne, il a reconnu juste sa forme, son visage. Il faut comprendre là qu'il la reconnaît physiquement, mais il ne reconnaît pas sa personnalité. La déformation de l'image à travers le verre d'eau est un indice important. Le premier plan, on voit Kane, la main posée sur la table, derrière le verre, et sa main est dirigée vers Lena. Mais à travers le verre, sa main est dirigée du côté opposé, par réfraction de la lumière. Il fait un geste vers elle, mais il est encore très réticent. Quand Lena lui prend la main à travers le verre d'eau, leurs mains sont toujours séparées. La simple intention d'aller l'un vers l'autre n'est pas suffisante pour sauver leur couple. Ken commence à cracher du sang, il est à l'image de leur couple, en grave danger. Lena va devoir réagir si elle veut le sauver. Si elle veut sauver son couple. Et ce n'est pas la médecine qui peut les sauver, mais un travail psychologique, une psychothérapie. À partir du moment où elle se trouve dans le complexe scientifique devant l'Area X, elle se trouve en fait dans son propre esprit. Les lumières spéciales utilisées dans cet endroit, qui font penser à une sorte de rêve, marquent la différence entre le monde extérieur et le monde intérieur. L'officier qui interroge Lena en combinaison n'est pas un officier militaire ou un officier des services secrets. C'est son psy, son confident. Il est le seul à avoir besoin d'une combinaison. Bon, il y a plein de petits gars en combinaison derrière, mais ils sont comme un décor, peut-être qu'ils représentent la peur du regard des autres. La combinaison et la paroi de verre marquent une distance entre elle et son psy. Elle, par contre, est sans défense, elle peut se livrer totalement. Les autres personnages qu'elle rencontre sont toutes des femmes. Pourquoi? Eh bien c'est tout simple. Elles représentent les différentes facettes de la personnalité de Lena, des facettes passées ou présentes. C'est des facettes dont elle n'a pas forcément conscience, c'est peut-être des facettes qu'elle a
oublié des traits de sa personnalité qu'elle a oubliés. D'ailleurs, il est intéressant de noter la phrase de Shepard dans la barque, quand elles sont toutes les deux dans la barque, Lena et Shepard, elles discutent, et Shepard dit « Toutes les autres vies paraissent loin ». Ce qui signifie on oublie nos anciennes vies, on oublie notre vie d'ado, notre vie, là pour le coup, pour Lena, sa vie de mère, mais elles définissent toujours ce que nous sommes aujourd'hui. On oublie nos vies passées, ou nos vies qui ont été traumatisées par un événement ou quoi que ce soit, mais ça définit toujours notre personnalité présente. Alors, quels sont-ils ces personnages? Tout d'abord, nous avons la psy, le docteur Ventress. Elle représente la raison. Elle est sérieuse, réfléchie, elle veut analyser le phénomène de miroitement, le comprendre. Elle a un cancer, cela fait référence au travail de Lena, professeure de biologie spécialiste des cellules cancéreuses. Comme l'explique Shepard, elle ne s'accorde aucun loisir. C'est la personnalité besogneuse, celle qui priorise sa carrière, son travail. Ensuite, nous avons Anya, l'alcoolique du groupe. Elle représente sa personnalité excessive, elle représente sa peur de ne pas profiter de la vie. C'est elle qui trompe Kane. Après, il y a Josie, c'est l'adolescente du groupe, avec tendance suicidaire. Un petit peu comme tous les adolescents, donc c'est pas qu'elle a un traumatisme au point de vouloir se suicider, c'est plus que voilà, c'est son comportement d'adolescente classique, même si elle a un traumatisme, mais on va voir ça plus tard. Et enfin, nous avons Shepard, la maman du groupe. Le premier indice qui nous montre qu'elles sont une et même personne, c'est quand Anya vient la voir la première fois et qu'elle lui dit qu'elle n'est pas différente des autres. Mais qu'est-ce que l'AREA X? L'AREA X est en fait la partie inconsciente de l'esprit de Lena. Il faut qu'elle aille au plus profond d'elle-même pour se comprendre, donc elle doit y entrer. Elle a d'ailleurs tout à fait conscience de ce qu'est la zone, même si elle ne sait pas ce qu'elle va y trouver. Elle dit bien au docteur Ventress qu'elle sait ce qu'elle doit y faire avant même d'y entrer. Une fois qu'elles sont dedans, elles sont désorientées, déboussolées. L'environnement et le temps ne fonctionnent plus normalement, comme dans un rêve en fait. Son psy définit d'ailleurs ce qu'elle décrit comme un cauchemar, même si elle ne le ressent pas comme ça, puisqu'elle dit que ça peut être beau parfois. Dans cette zone, Lena va être confrontée à ses traumatismes. Lena a subi 2 traumatismes importants dans sa vie, qui sont représentés par un animal sauvage dans la zone, dans l'AREA X. Le premier monstre, c'est un crocodile. Il s'attaque à Josie, l'adolescente. On peut imaginer qu'elle a subi une agression durant son enfance ou son adolescence, peut-être un vol de sac, puisque le croco tire sur son sac à dos. Ce traumatisme a sûrement été le déclencheur de ses comportements auto-mutilatoires. Lena tue le monstre froidement, elle gère super bien ce trauma, voilà une bonne chose de faite, c'était un petit trauma en fait, pas très difficile à gérer, et Lena le gère d'une façon professionnelle parfaite. Le deuxième est beaucoup plus complexe et central dans l'explication du comportement de Lena. Cette fois, c'est une sorte d'ours qui attaque Shepard. Shepard, c'est la maman qui a perdu son enfant. Voilà le traumatisme, la perte d'un enfant. Shepard trimballe un ourson en peluche en souvenir de son enfant. Cet ourson, ce souvenir, lui gâche la vie, au sens littéral dans le film. Quand Lena part seule chercher Shepard, elle part s'assurer que sa personnalité de mère traumatisée est bien morte. Et peut-être a-t-elle même l'intention de l'éliminer si ce n'est pas le cas. En chemin, elle aperçoit une biche magnifique avec des bois pleins de fleurs. Soudain, une seconde biche apparaît derrière la première, plus sombre, moins jolie, malade peut-être. Cette scène nous dit de ne pas nous fier aux apparences, que cela peut cacher des choses. Alors que Lena pense Shepard décédé, celle-ci revient en partie fusionnée avec l'ours. Shepard ne peut pas guérir de son traumatisme comme Josie. C'est beaucoup plus compliqué, beaucoup plus profond, beaucoup plus intense et difficile. Ces traumatismes ont dû fortement affecter le couple Lena-Kane. Mais Lena ne s'en rendait pas compte. Une autre thématique abordée, c'est la peur de la maternité. Lorsque le groupe arrive dans la base militaire, il trouve une vidéo et le corps complètement déformé d'un soldat. Dans la vidéo, Kane ouvre le ventre du soldat et on y voit ses intestins bougeant comme s'ils étaient vivants. Kane n'a pas l'air effrayé et un autre soldat embrasse même le front du supplicié. Clairement, ce n'est pas une vidéo d'horreur, de peur ou de torture. Cela ressemble plus à une vidéo d'accouchement. Les intestins vivants représentent le nouveau-né. Seule Anya y voit un acte barbare. Cela montre sa peur de l'engagement, de se retrouver coincé avec un enfant. Quand il découvre le corps du soldat déformé par la réfraction, on voit clairement le tatouage du symbole de l'infini sur son corps. Ce corps déformé, c'est celui de Lena, une déformation très imagée, des changements physiques qu'implique une maternité. Lena n'est pas effrayée, au contraire d'Anya.
Anya commence à perdre ses empreintes digitales. Petit à petit, cette personnalité de Lena est effacée. Elle résiste et tente d'éliminer les autres, mais l'ours / personnalité de maman est plus forte et l'élimine. Le désir d'enfant est plus fort que celui illusoire de liberté. Lena s'est débarrassée de ses traumas et de sa peur de l'enfermement. Il ne reste plus que Josie, l'adolescente, et Ventress, la bosseuse. Josie finit complètement absorbée et transformée en plante. Elle fait maintenant totalement partie de l'inconscient ou le subconscient de Lena. Sa personnalité adolescente fragile ne sera plus un obstacle. Lena a compris et accepté ses différentes personnalités. Elle ne se laissera plus influencer par elles. Son tatouage apparaît pour signifier que l'acceptation est totale. On se retrouve au phare maintenant. On arrive enfin à l'épicentre du phénomène, la partie la plus profonde, la plus intime de Lena. Elle passe d'abord devant des squelettes humains, peut-être la représentation des personnalités que Kane a dû éliminer pour évoluer. Dans le phare, nouvelle vidéo. Cette fois, c'est le suicide de Kane. Kane explique qu'il ne sait plus qui il est, son esprit est en vrac. Il a détruit ses autres personnalités. Sans celle-ci, est-il encore humain? Mais son autre lui, son nouveau lui, est déjà là, prêt à prendre sa succession. Il ne reste plus qu'à éliminer ses derniers doutes et Kane se suicide à la grenade au phosphore. Lena suit le chemin qu'a pris Kane et entre dans le petit tunnel et arrive au centre, origine du phénomène extraterrestre. Elle y retrouve une docteure Ventress sans ses yeux. Elle est aveugle, le chemin qu'elle a choisi, le travail, sa carrière, pas de loisirs, n'est pas le bon. Elle finit complètement absorbée par le phénomène et se transforme en boule d'énergie informe. Cette énergie absorbe une goutte de sang de Lena, une partie d'elle-même. Et elle commence à se transformer en forme humaine. Une forme faite d'un matériel ou d'un matériau réfléchissant et déformant. C'est la nouvelle personnalité de Lena qui émerge, un reflet déformé, différent de l'ancienne. Lena commence par se battre contre elle. Elle veut rester elle-même, mais cela ne sert à rien. Elle se fait plus de mal que de choses. Elle finit par comprendre qu'il ne faut pas se battre contre soi-même, mais s'accepter. À ce moment-là, elle peut enfin se comprendre, ne plus laisser son passé, son inconscient lui dicter son action. Son inconscient disparaît puisqu'elle s'est comprise et acceptée. Libérée, elle peut enfin retourner auprès de son mari qui n'est plus malade. En fait, c'est son couple qui n'est plus malade du passé, et des personnalités autodestructrices de Lena, ou de Kane d'ailleurs. Quand Lena dit à son mari « tu n'es plus Kane », elle veut dire « tu n'es pas l'ancien Kane ». Et le reflet dans leurs yeux indique juste qu'ils ont changé, et qu'ils peuvent repartir sur de nouvelles bases. Voilà, Annihilation est finalement un film très intimiste, une représentation très formelle et fantastique d'une psychothérapie très basique, avec un message très simple mais fort. Nous avons tous un comportement autodestructeur qui met en péril nos histoires d'amour, nos carrières et parfois nos vies. Et il faut faire le travail sur nous-mêmes pour en comprendre les raisons et les accepter afin de ne plus nous laisser guider aveuglément par notre subconscient. J'espère vous avoir donné quelques pistes qui vous permettront d'apprécier le film d'une manière nouvelle ou différente. Et même si c'est surinterprété, ce n'est pas grave. À bientôt et bon film.